Les virus sont partout. Partout où il y a de la vie, il y a du virus. Les virus, notamment ce qu'on appelle les bactériophages, ceux qui sont capables d'infecter les bactéries, se retrouvent à peu près dans toutes les conditions, même les plus extrêmes. Les virus sont là depuis le début quasiment. Enfin, il y a des débats même pour savoir si l'origine de la vie, c'est des formes qui ressemblaient à nos virus actuels, ou si de toute façon ces virus sont apparus très rapidement dans l'histoire de l'origine de la vie. Donc c'est vrai qu'on remonte à des temps immémoriaux. Mais dans l'histoire humaine aussi, les virus ont toujours été là. Enfin, je veux dire, ont toujours façonné les populations humaines. La nouveauté avec cette pandémie, on pourra y revenir, c'est peut-être la vitesse de sa propagation. C'est-à-dire que on a des exemples d'autres pandémies qui se sont produites. Là, c'est vrai que la propagation qui se faisait parfois à l'échelle d'années, voire de siècles, elle s'est faite à l'échelle de semaines en fait. En quelques semaines, le monde entier a pu être touché. Le mode de vie moderne a un peu fait une caisse de résonance à ce mécanisme pandémique, mais on a des traces de certaines pandémies assez anciennes. Samuel Alison est directeur de recherche au CNRS. En gros, il étudie l'évolution des virus. On entend et on voit Samuel sur toutes les radios et sur toutes les télévisions. Et dans 99,9% des cas, pour parler des derniers développements de la pandémie du Covid-19 et de son virus, l'incontournable SARS-CoV-2. Il est ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un très bon client. Un scientifique sympa, qui parle bien, et surtout, un excellent vulgarisateur. Mais je vous l'annonce d'entrée de jeu, nous n'allons pas ou peu parler de la Covid avec Samuel. Nous allons certes parler de virus, mais en faisant un pas de côté pour mieux comprendre les rapports entre les virus en général et les hommes. Nous allons parler de leur coévolution. Les virus existent depuis l'aube des temps, quasiment depuis l'apparition de la vie. Contrairement aux idées reçues, leur rôle ne se réduit pas qu'à nous exterminer. Il y a 100 fois plus de virus dans nos corps que de cellules, et des milliers de virus différents. 96% d'entre eux sont bactériophages. Ils n'infectent que des bactéries, qu'ils régulent donc. Au même titre que le célèbre microbiote, nous avons donc, en nous, un virobiote, qu'on appelle aussi le virome. Ce virome est largement méconnu du grand public, même aujourd'hui, à une époque où nous sommes tous devenus de doctes experts en virologie. Selon un nombre croissant de virologues, les virus, qui sont partout, seraient aussi, et d'abord, des moteurs de l'évolution, rien de moins. C'est pour nous donner à voir les choses dans leur globalité que Samuel a écrit un livre intitulé « Évolution, écologie et pandémie », sous-titre « Faire dialoguer Pasteur et Darwin », un livre sorti chez Point fin 2020. Samuel explique dans ce livre que la biologie est divisée en deux grands domaines qui ne se parlent pas assez. Une première catégorie de chercheurs qui ont le nez dans le guidon du moléculaire. Ceux-là, assimilés à Pasteur, veulent comprendre les mécanismes fins et précis. À l'autre extrémité, des scientifiques de l'école de Darwin, qui ont les yeux dans les étoiles et qui essayent de percer le profond mystère de l'évolution, des virus, des hommes, du vivant en fin de compte. Et surtout, de mieux comprendre la coévolution entre tout ça. Selon Samuel, comprendre ces liens étroits pourrait nous aider à mieux prévenir, au lieu de toujours essayer de guérir et de courir derrière les émergences de nouveaux virus. Nous sommes tous des poussières de virus. Chapitre 1. C'est parti. Salut Samuel. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Donc je t'appelle, tu es à Montpellier. Quel temps il fait là aujourd'hui chez toi ? Bon, un peu couvert, mais bon. Pour Montpellier, c'est pas très beau. Alors on est tous les deux dans une espèce de pyjama typique des évolutions sociétales d'aujourd'hui. Chacun chez soi, on se voit tous les deux par Zoom. Tu es ébouriffé, je suis dans un vieux jogging. Bref, une vision assez apocalyptique de l'élégance.
Plus sérieusement, tu es directeur de recherche au CNRS à Montpellier et tu travailles dans un labo qui s'appelle le MIVEGEC. Est-ce que tu peux juste m'expliquer ce qu'est cet acronyme? Alors, on commence par une question piège là. Alors, MIVEGEC, maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution, contrôle. En quoi ma question était une question piège? Ah bah parce que l'acronyme il est pas simple à retenir. Hein. Bref, tu t'intéresses aux virus et à l'évolution des virus. On va voir avec toi pourquoi. En effet, c'est très intéressant, surtout dans cette époque de Covid. Mais avant, je voudrais juste finir de te présenter brièvement. Tu es marié avec une certaine Hélène dont nous utilisons l'ordinateur. Voilà. Est-ce qu'on lui fait un gros bisou au passage à Hélène? Qu'est-ce qu'elle fait, Hélène? Hélène, en ce moment, elle fait cours. Tu me disais qu'elle était maître de conf? Sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation, d'accord. Et j'ai vu passer un chat tout à l'heure. Est-ce que tu as écouté nos émissions sur l'impact des chats sur la biodiversité? Ah, c'est terrible, les chats sur la biodiversité, c'est une catastrophe. Bon, je suis ravi que ce soit toi qui le dise. J'ai aussi envie de te demander d'où vient ton joli nom, Alison, Alison. Que signifie ton nom à l'origine? C'est un nom ardéchois. Je crois que Alzon, c'est un nom de rivière. Donc l'origine est en tout cas d'accord. Plutôt ardéchoise. Un nom bien de chez nous, d'accord. Voilà, on peut dire ça. Tu es l'auteur d'un bouquin qui a fait date en 2016, qui a un joli titre, C'est grave, Docteur Darwin, et qui parle d'évolution, d'écologie et de pandémie. Jusque-là, c'est à peu près ça? Ouais, tout à fait, c'est ça. Tu as remis ce bouquin au goût du jour face à ce qui se passe avec le coronavirus. Tu as rajouté une postface et quelques éléments. Et donc, le bouquin qui est ressorti plus récemment s'appelle Évolution, écologie et pandémie. Et là, le sous-titre est assez intéressant. Il dit tout. Faire dialoguer Pasteur et Darwin. Pourquoi ce sous-titre en quelques phrases? On va y revenir. Ouais, c'est intéressant. C'est une chose sur laquelle j'ai travaillé après la sortie du livre en 2016. En fait, j'avais été invité pour faire un symposium un peu sur ces thématiques-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'anomalie dans la littérature sur l'histoire des sciences et l'histoire des idées. Il y avait quasiment aucune mise en regard de Pasteur et de Darwin. Ce qui est très surprenant, parce que, en fait, ils sont à peu près contemporains. Pasteur est quand même un peu plus jeune, mais ils ont été au fait de leur gloire à peu près au même moment, en fait. Darwin, il est né, je crois, en 1809, si je dis pas de bêtises. Il est mort en 1882. Et Pasteur, il a 10 ans de moins, quelque chose comme ça. Oh, mais même plus que 10 ans de moins, je crois, parce qu'en fait, donc, dans la littérature, on dit qu'ils se sont jamais croisés. Et grâce à un collègue historien des sciences, Pierre-Olivier Méthode, il s'est rendu compte qu'en fait, il y a des traces d'un colloque en Angleterre auquel ils auraient assisté tous les deux. C'est intéressant. Je m'appuie sur les documents que tu m'as envoyés. En gros, c'est la conf que tu as faite sur le sujet. Et il y a les dates de Darwin et Pasteur. Donc, ils sont bien dans leur 19e siècle, hein, ces deux-là. 1809-1882 pour Darwin. 1822-1895 pour Pasteur. Ouais, c'est ça. Il est un peu une génération en dessous. Voilà. Cette conférence, c'est assez intéressant parce que Darwin est là comme personnalité historique quasiment. Il est proche de la retraite. Je pense qu'il va mourir peu de temps après. Et Pasteur est un peu à ce moment-là l'étoile montante. Il vient de réaliser ses expériences sur la vaccination à Pouilly-le-Fort, qui est un peu un pari, quoi. Il a des résultats splendides sur ses moutons où il montre que ceux qui sont vaccinés survivent et tous ceux qui sont pas vaccinés décèdent. Enfin, quelque chose qui, en biologie, un tel effet, ça arrive rarement. Et donc voilà, Pasteur est invité comme guest star au congrès, on dirait, et Darwin est plutôt là, lui, en personne senior. Et donc voilà, c'est un peu la seule trace de la rencontre entre les deux. Mais au-delà de l'histoire, Samuel, ce qui est intéressant, enfin, je voudrais juste que les auditoristes comprennent pourquoi c'est intéressant. D'un côté, tu as les évolutionnistes et puis l'autre, les chercheurs qui regardent un peu la chimie. Enfin, parle-moi de cette espèce de schisme, finalement. C'est le mot que tu avais employé. La situation, en fait, c'est vers ça qu'elle a évolué. Alors, j'aime pas trop utiliser le mot évoluer dans un sens autre que l'évolution biologique, mais disons que c'est à ce résultat qu'on en est arrivé. Mais ce que je montre dans un article, c'est que à l'époque de Pasteur et de Darwin, c'était pas vraiment le cas, en fait. Pasteur, dans son laboratoire de microbiologie, il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'évolution expérimentale. Les premiers vaccins, en fait, ça consiste à faire évoluer des bactéries pour les rendre moins virulentes et ensuite les utiliser en vaccination. Donc c'est vraiment de l'évolution expérimentale.
Et à l'inverse, Et Darwin s'est intéressé aux microbes, c'est ce que tu rappelles aussi. et Darwin aussi, voilà, s'est intéressé aux microbes. Il y a des écrits là-dessus, il y a même des écrits de Darwin sur les maladies infectieuses. Mais il s'est intéressé aux microbes dans le champ de Pasteur, c'est-à-dire ce qu'ils sont très concrètement. Hein. C'est ça qui s'oppose Ah aujourd'hui. oui, très concrètement, si on prend, même si on prend l'origine des espèces, en fait, vous avez des planches qui sont dédiées à des êtres microscopiques. Et après, dans la correspondance de Darwin, on trouve des réflexions sur l'origine de certaines maladies infectieuses. Donc vraiment un chevauchement assez fort, en fait, entre leurs thèmes de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que l'antagonisme entre les deux semble plutôt venir de choses parascientifiques, en fait. C'est que, à l'époque, Darwin était beaucoup invoqué par les défenseurs de la génération spontanée, combattu férocement par Pasteur, et Darwin était aussi invoqué par les athées, là encore combattu férocement par Pasteur. Et donc cet antagonisme qui vient plutôt de Pasteur, je pense, est pas vraiment basé sur des faits scientifiques, et plus basé sur ce qui fait l'environnement de la science. Et c'est assez intéressant de voir comment, au final, tout cela a quand même conduit à une sorte de séparation entre une expertise qui va correspondre à plus celle de Pasteur, il faut pas le nier, quoi. Pasteur, si quelque chose n'est pas fait en environnement contrôlé, en laboratoire, il y croit pas vraiment, ce qui va donner, avec la découverte de l'ADN au milieu du XXe siècle, la biologie moléculaire. 1953. Voilà. Et d'un autre côté, une approche toujours en biologie, mais là plus au niveau de l'individu dans son ensemble, de l'organisme, et surtout de l'interaction entre l'organisme et son environnement. Tu parles dans tes articles, dans les émissions dans lesquelles je t'ai écouté, tu constates qu'en France, il y a un manque de dialogue, c'est un peu aussi la vocation de ton livre, entre tous ces biologistes qui font des recherches en gros moléculaires et tous les autres comme toi qui sont plus dans le domaine de l'évolution des populations, l'écologie. Tu parles d'un schisme, tu parles du fait que aujourd'hui on gagnerait, c'est pas juste du blabla, on gagnerait à réconcilier ces deux immenses champs de la biologie qui, on l'a vu, peuvent être parfois antagonistes, il y a peu de ponts. Et là, ce qui se passe avec la Covid, c'est qu'on gagnerait, au lieu de courir après le virus, il me semble que c'est une de tes grandes expressions, au lieu de courir après, c'est d'essayer de comprendre l'évolution des virus pour gagner ce combat, qui est un combat millénaire. Oui, alors pas mal de tiroirs dans cette question. D'une part, c'est pas franco-français en fait, c'est quelque chose au niveau international, à peu près dans toutes les grandes universités au niveau mondial. Les étudiants doivent choisir entre des cursus de biologie qui sont plus axés sur ce qu'on peut appeler les aspects mécanistiques ou fonctionnels, ou alors, au contraire, un cursus qui est plus axé sur les approches plus environnementales, évolutives. Et c'est vrai qu'on retrouve là, j'invente pas du tout ce schisme, hein, c'est Ernst Mayr, par exemple, l'a caractérisé en parlant des deux biologies. Donc c'est quelque chose qui est assez courant au niveau mondial. Qui était Ernst Mayr, pardonne-moi? Ernst Mayr, c'est un des grands penseurs de la biologie de l'évolution, de la théorie synthétique. Dans les années 30, hein? Oui, et même après. Il a été un moment invité professeur au Collège de France. Il y a un écho franco-français sur son travail. Quels sont les autres tiroirs de ma question? Alors, les autres tiroirs de la question. Il y avait l'évolution, l'émergence du SARS-CoV-2 nous interpelle là-dessus. Tout à fait. C'est-à-dire que on voit qu'il faut tenir les deux bouts, en fait. Vous avez besoin de comprendre comment le virus se réplique dans les cellules pour pouvoir mettre au point des traitements, des vaccins. Mais vous avez aussi besoin de comprendre comment le virus se propage. Un exemple parmi d'autres qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la nature de la transmission aéroportée ou pas. Et là, on voit qu'on touche à des domaines qui vont mettre en cause autre chose que ce qui se passe finalement à l'intérieur de la cellule et même juste uniquement à l'intérieur de l'individu. Et plus généralement, la problématique des zoonoses et des variants de l'évolution du virus. Donc voilà, la pandémie de SARS-CoV-2 met un peu sur la place publique ce besoin d'avoir une approche holistique en biologie. Le dernier tiroir quand même, c'était aussi gagner la course. Je ne sais pas si on peut voir ça comme une course qui se gagne en fait. Il y a l'image qui est prise souvent, on pourrait y revenir en biologie de l'évolution dans Alice, où il y a une course sur place de Alice à travers le miroir. Où Alice fait la course contre la Reine Rouge et elle s'étonne de rester sur place alors qu'elle court très vite. Et la Reine Rouge lui dit, bah oui, dans notre monde, il faut juste courir très vite, ne serait-ce que pour rester sur place. Et il y a un peu cette image-là dans l'interaction coévolutive entre l'homme et ses microbes, qui est que finalement, les deux évoluent l'un en réponse à l'autre, mais qu'au final, on reste un peu sur place. Et donc tout ça pour dire que cette idée qu'il puisse y avoir un vainqueur dans la course est quelque chose qui peut se discuter. En fait, c'est tout l'enjeu de ce que j'aimerais entrevoir avec toi aujourd'hui. C'est ce qui se passe entre les humains et les virus,
ou les virus et leurs hôtes, de manière plus générale, il y a deux façons de voir ce qui se passe. Et c'est ce que tu dis dans ton livre. C'est soit on peut voir ça comme une coévolution de type course aux armements, c'est ce qu'on vient de dire sur la course de la Reine Rouge, ou une coexistence pacifique. C'est un peu tout l'enjeu. Sachant que le SARS-CoV, comme tu dis, 2, c'est pas du tout pacifique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on vit entouré de virus. C'est que les virus ont un rôle énorme. Il y a dans le corps humain 3000 milliards en permanence de virus. On a ce qu'on appelle un virome au même titre qu'un microbiote qui tue, qui dézingue en permanence des bactéries, qui régule des bactéries. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que les virus, ils sont là depuis très longtemps. J'avais envie d'en parler avec toi, on dira un mot aussi là-dessus. Mais on ne voit que ceux qui nous font du mal, mais les virus, ils sont partout. Oui, les virus sont partout. Partout où il y a de la vie, il y a du virus. C'est ce que tu disais, en fait, les virus, notamment ce qu'on appelle les bactériophages, ceux qui sont capables d'infecter les bactéries, se retrouvent à peu près dans toutes les conditions, même les plus extrêmes. Les virus sont là depuis le début, quasiment. Enfin, il y a des débats même pour savoir si l'origine de la vie, c'est des formes qui ressemblaient à nos virus actuels, ou si, de toute façon, ces virus sont apparus très rapidement dans l'histoire de l'origine de la vie. Donc c'est vrai qu'on remonte à des temps immémoriaux. Mais dans l'histoire humaine aussi, les virus ont toujours été là. Enfin, je veux dire, ont toujours façonné les populations humaines. Est-ce que la pandémie actuelle a eu des équivalents dans le passé, dans la préhistoire ? À peu près, certainement, oui. La nouveauté avec cette pandémie, on pourra y revenir, c'est peut-être la vitesse de sa propagation. C'est-à-dire que on a des exemples d'autres pandémies qui se sont produites. Là, c'est vrai que la propagation qui se faisait parfois à l'échelle d'années, voire de siècles, elle s'est faite à l'échelle de semaines, en fait. En quelques semaines, le monde entier a pu être touché. Et ça, c'est dû à notre mode de vie moderne, les échanges, les avions. Voilà, donc le mode de vie moderne a un peu fait une caisse de résonance à ce mécanisme pandémique, mais on a des traces de certaines pandémies assez anciennes. Une des plus anciennes, qui est assez intéressante, qui a été étudiée par un collègue de l'équipe, Nacho Bravo, quand il travaillait à Barcelone, c'est celle sur les papillomavirus humains. Les papillomavirus, c'est des petits virus ADN, et il en existe plusieurs espèces. En fait, on en a beaucoup sur la peau, on parlait tout à l'heure. Ça fait partie de notre virome pour certains de ces papillomavirus, mais certains des papillomavirus, qui pour la plupart font partie des alpha papillomavirus, peuvent être virulents. Ils sont responsables de beaucoup de verrues. Les verrues cutanées, en fait, c'est des sacs de papillomavirus. Et aussi de cancer. En fait, les papillomavirus, c'est les virus les plus oncogéniques chez l'homme. Ils causent tous les cancers du col de l'utérus chez les femmes. Ils sont aussi responsables d'un certain nombre de cancers anogénitaux, oropharyngés. Et parmi donc ces alpha papillomavirus qui sont les plus virulents, le génotype 16, HPV16, est de loin le plus virulent. Il explique à lui seul quasiment la moitié des cancers du col de l'utérus. Et là où ça devient intéressant, si on utilise une approche un peu plus taxonomique, c'est qu'au sein de ces HPV16, il y a encore là toute une diversité on pourrait dire de souches d'HPV16. Il y a les HPV16A, B, C, etc. Et en fait, ce qu'a montré le Nacho Bravo avec son équipe à l'époque à Barcelone, on savait que le HPV16A était plus virulent que les autres. Il causait plus de cancers. Donc c'était l'élément numéro 1 du problème. Et le deuxième fait qu'on avait, c'est que ce HPV16A, il est moins présent en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. On le trouve plus en fait en Europe, en Amérique. Et en étudiant l'ADN des virus, pour retracer en fait l'évolution de ces papillomavirus, ils ont réussi à montrer que le scénario évolutif le plus vraisemblable, il suit à peu près cet ordre-là. Il y a plus de 200 000 ans, nos ancêtres vivaient tous heureux en Afrique, jusqu'à ce que certains se décident à sortir, à aller se promener en dehors d'Afrique. Et cette première sortie d'Afrique, en fait, c'est ce qui va conduire, donc ça c'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années, à l'homme de Néandertal et à l'homme de Denisova, en fait. C'est des populations humaines qui sont sorties d'Afrique et qui ont divergé au cours des millénaires, en Europe notamment, un peu en Asie aussi. Et ensuite se produit une deuxième sortie d'Afrique, donc là c'est beaucoup plus récent, on est plutôt à l'échelle de la centaine de milliers d'années. Et cette deuxième sortie d'Afrique a donné au Homo sapiens, notre espèce actuelle. On sait qu'il y a eu des événements d'introgression au niveau génomique, c'est-à-dire qu'on retrouve de l'ADN de Néandertal ou de l'ADN de l'homme de Denisova dans notre génome, ce qui veut dire qu'il y a eu des accouplements, il y a eu des descendances entre l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Et en fait, ce que propose Nacho Bravo et son équipe, c'est qu'il n'y a pas juste eu de la descendance, il y a aussi eu de la transmission d'infections sexuellement transmissibles. Son hypothèse qui colle assez bien au niveau des dates, c'est que HPV-16A, ce génotype d'HPV le plus virulent, serait celui
que le futur homme de Néandertal ou homme de Denisova aurait emporté de lui en sortant d'Afrique. En fait, il serait sorti d'Afrique avec ses IST, avec ses papillomavirus. Ces populations humaines divergent en Europe et en Asie pendant des milliers d'années et leurs virus divergent aussi. Et ensuite, quand il y a la deuxième sortie d'Afrique de Homo sapiens, cet HPV-16A revient chez Homo sapiens après avoir divergé dans des populations humaines un peu différentes et se retrouve finalement plutôt mal adapté à Homo sapiens et ça explique en fait pourquoi HPV-16A causerait plus de cancer que les autres HPV finalement. C'est un HPV qui aurait perdu son adaptation à Homo sapiens en divergeant avec l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova. Est-ce qu'on a fini ce thème de est-ce que les pandémies actuelles, on les a déjà connues dans la préhistoire ? L'exemple des papillomavirus, c'est nous faire monter très très loin. Après, on a d'autres traces du fait que les maladies infectieuses font partie de notre quotidien. Par exemple, il y a des analyses sur des momies égyptiennes, ça j'en parle un peu dans mon livre, où on arrive à montrer qu'il y avait des causes de mortalité liées à la tuberculose, par exemple. Donc voilà, les maladies font partie de notre quotidien. Et ce, depuis toujours. Et pour remonter après très très loin, on sait aussi que dans notre génome, mais là ça va plus loin que l'espèce humaine, on a des traces de virus qui se sont intégrés au final à notre génome. L'exemple très connu aujourd'hui, je crois que c'est au programme de lycée, donc les jeunes auditeurs doivent tous être au courant, mais c'est la syncytine, qui est une protéine essentielle dans le fonctionnement du placenta, qui a une origine virale. Et les virus sont partie intégrante, enfin tu le disais tout à l'heure, ils sont dans notre virome. Ils infectent les bactéries, ils infectent certaines de nos cellules, ils sont même dans notre génome. La majorité, je pense qu'on pourrait dire, sont inoffensifs pour nous. Mais effectivement, ceux qu'on voit, c'est ceux qui vont causer des pandémies. On va déjà clore ce premier épisode sur ces constats. Et je te retrouve très vite pour la suite où on va notamment parler de la poule aux œufs d'or que nous sommes pour les virus et du paradoxe apparent qu'il n'a pas intérêt à tuer cette poule aux œufs d'or. Donc je te retrouve très vite pour parler de ça. Salut Samuel. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditorices de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee ou Hello Asso. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide. Il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel, et avant de devoir bientôt arrêter Baleine sous Gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.